Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Côte à Côte. Aujourd'hui, nous sommes dans le marais de Guînes. Nous allons visiter donc le village Saint-Joseph ici, ensuite la ferme pédagogique et on finira par la tour de l'horloge à Guînes. Je suis avec Étienne Baclet. Étienne, bonjour. Bonjour Théo. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors où est-ce qu'on est ici? Vous êtes ici à Saint-Joseph Village, donc situé à 10 km de Calais, donc en plein cœur du marais de Guînes. D'accord. Le marais de Guînes, tout le monde connaît ici dans le secteur. Les chasseurs, les randonneurs et puis les visiteurs. Je vois un estaminet très coloré, je vois derrière nous un clocher. Vous pouvez m'expliquer un peu, on est sur la place du village? Oui, on est purement sur la place du village, donc, donc les étangs, l'estaminet, la chapelle du village. On est sur une vraie place de village qui a été totalement reconstituée il y a maintenant une quarantaine d'années. C'est ouvert au public depuis 30 ans. Pour l'instant, il fait un peu frisqué, est-ce qu'on n'irait pas se mettre au chaud? On va prendre un café, tiens, on va aller à l'estaminet. Depuis 30 ans, mais on a commencé à travers notre métier de charpentier, menuisier, collectionneur. C'est tout un ensemble qui fait qu'on a commencé il y a une quarantaine d'années maintenant. On est dans le marais de Guînes, on est géographiquement à 10 minutes de Calais, un quart d'heure des belles plages de la Côte d'Opale, dans un endroit, donc le marais de Guînes, qui était asséché par les moines, un endroit où on prélevait la tourbe pour se chauffer. Et puis, à l'arrivée des gros chantiers du tunnel sous la Manche, nous étions, nous, à l'époque, des artisans. Okay. Et puis, à un moment donné, mon père a eu l'impulsion de commencer à reconstituer un petit village, un village ancien, dont on avait déjà, il y a 40 ans, la nostalgie. Et on a donc commencé d'abord par une jolie chapelle qu'on a dédiée à Saint-Joseph, le saint patron des menuisiers charpentiers. Voilà, on est allé, on a fait en deuxième lieu le petit bistrot qui va à côté de la chapelle, donc l'estaminet, okay. Vraiment typiquement flamand. Et c'est un petit peu là qu'on a pris l'empreinte d'un village du nord de la France, en piochant comme ça, de part et d'autre, des éléments de décoration, des matériaux anciens, parce qu'il faut savoir qu'à Saint-Joseph-Village, 100%, ce sont des matériaux de seconde main, c'est-à-dire du réemploi qu'on a déposé au fur et à mesure du temps. Donc qui ont été récupérés à droite à gauche, c'est-à-dire que par exemple l'estaminet est constitué avec les poutres d'une habitation qui était à côté sur la place du village de Frétin, les tuiles viennent de certaines fermes flamandes, les pavés qui ornent le musée agricole viennent de la place Crèvecoeur à Calais. Ici, dans le petit bistrot d'accueil, là où on a des instants de convivialité, eh bien, il y a aussi bien un objet perso, c'est la petite armoire de toilette de ma grand-mère. C'était son armoire de toilette de toute sa vie. Et alors la musique ici, Étienne, elle a une importance aussi? Oui, elle a beaucoup d'importance, la musique, parce que la musique, elle évoque, elle fige un peu, elle donne une forme, une rondeur aux ambiances. Donc il y a des fonds musicaux dans chacune des boutiques. Elle est adaptée à la situation. Et donc ce fond musical, il est également mêlé, il est entrecoupé par des publicités d'époque. L'arrivée du tiercé avec Léon Zitrone. Il y a une arrivée de Tour de France avec Jacques Anquetil à tel endroit. Donc c'est important d'avoir de la musique, un petit fond sonore, mais tout ça est fait vraiment dans un très grand calme. Et donc il faut que les gens aient le temps, c'est pour ça qu'on préconise environ 3 heures de visite. Grand nombre de visiteurs en famille sont composés de 2, voire 3, voire 4 générations. Ça, c'est très fréquent. Le côté intergénérationnel, il est important. Totalement, totalement. Il faut voir les personnes un petit peu âgées, même parfois très âgées. Il y a le côté nostalgique qui est là, qui est présent, mais il y a surtout ce côté transmission. Et il est très heureux. Voilà, il s'assied à l'estaminet ou à l'école et il dit voilà, moi je suis allé à l'école là-dessus et moi j'étais à telle place dans l'école et puis ça y est, les souvenirs, voilà. Et donc chaque objet a toujours une histoire. Il faut se l'approprier, tout simplement. On va voir tout à l'heure, c'est des travaux en permanence parce que c'est fait avec des anciens matériaux. Dans les marais, on est dans un endroit quand même assez humide, c'est clair. Et donc, autant de facteurs qui rentrent en jeu, ou sur lesquels il faut continuer à préserver, à repeindre, à entretenir. Et ça doit prendre beaucoup de temps, ça énormément de temps. Dans votre c'est une vie. Non, mais c'est des métiers de passion, Théo. Donc, il n'y a pas... allez, et puis, il faut avouer que c'est plaisant, quoi. C'est une mission. Ça sera la suite et fin de la visite du village Saint-Joseph. On n'a pas eu assez de temps. Bah non, mais écoutez, on va revenir.
Oui, tout à fait. Bah, revenez avant la prochaine inondation. Hein. Ah bah c'est ça alors. Ah bah oui, Expliquez-moi, 2003, en alors, 2023, une catastrophe ouais. 2023. Bon, l'eau est arrivée, il y a eu énormément de dégâts dans la région, mais ici, plus particulièrement à Saint-Joseph-Village, on était jusqu'aux genoux. Nous étions évidemment tous inquiets, mais bon, après la pluie vient le beau temps. Voilà, tout simplement. Ça nous a donné un bon choc. Ouais. Voilà. Un choc. Et alors là, il y a des travaux qui sont prévus pour la suite? Alors, les travaux d'extension du village, pour l'instant, il faut d'abord beaucoup travailler à la préservation de l'acquis. D'accord. Parce que ça prend, parce qu'on a de l'acquis de plus en plus important. Ouais. Et donc, chaque année, il y a les lasures, les peintures, les rénovations, les espaces verts, qui sont très importants. Dans le Marais de Guine, ça pousse outre mesure. Les entretiens donc permanents, et puis ensuite, les nouveautés. Essentiellement des faits de société, plus récents, comme j'évoquais tout à l'heure, parce que bon, la vie, ça tourne autour d'un métier, d'une occupation professionnelle, mais aussi le loisir. Donc j'aimerais bien taquiner le sport, taquiner les jeux, les faits de société. Je vais mettre un petit accent sur comment on s'amusait, comment on occupait le temps avant, pour le peu de temps qu'on avait, parce qu'on travaillait beaucoup plus. Et puis on s'aperçoit maintenant qu'on revient sur des occupations beaucoup plus sédentaires. On peut remarquer dans les communes, il y a de plus en plus de fêtes, de rassemblements populaires qui ont lieu avec différentes thématiques. Elles tournent autour de la musique, elles tournent de la récup, elles tournent autour de... Voilà. Et de plus en plus, on redevient sédentaire. Eh bien, je pense qu'on l'a déjà vécu. Par obligation, avant, on ne pouvait pas beaucoup. Hein. La fête des écoles, la kermesse, les fêtes populaires et les fêtes de famille. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne bougeait pas beaucoup. Eh bien, c'est là-dessus que je vais travailler maintenant pour, dans le fond, continuer à présenter les cycles de vie, tout simplement. La vie qui continue. C'est la vie qui continue, c'est une roue. Ici au village. Et c'est là où on s'aperçoit souvent... on dit souvent, les anciens, vous avez rien inventé, vous les jeunes, machin, mais si. On améliore, on trouve des nouvelles matières, on trouve des nouvelles techniques. Et puis parfois, c'est vrai, c'est cyclique. On le trouve dans la mode, mais on le trouve également dans la vie courante. Et donc, moi, mon truc, c'est de... Je suis un grand nostalgique, comme pas mal de... Voilà, je suis un grand gamin. Et donc, j'aime bien pouvoir offrir aux gens... Ça sent que vous aimez transmettre. Ah ouais, oui. On est né pour transmettre. Hein. Merci beaucoup pour cette visite, Étienne. Je m'en vais à la ferme pédagogique pour continuer. C'est une belle adresse. En plus, généralement, il y a un vieux proverbe qui dit « Celui qui aime les animaux, il aime les gens ». J'ai hâte de découvrir. Voilà, c'est parti. À bientôt, Étienne. On y va. Alors pour la suite de notre visite, je suis toujours dans le Marais de Guine et je suis au parc pédagogique avec Ludwig Zonka qui est donc président de l'association du parc pédagogique. Ludwig, avec cette porte qui s'ouvre automatiquement. Bonjour. Bonjour Théo, ça va? Très bien et vous? Ça va. Bienvenue. Merci. Alors là c'est Belle, notre alpaga qui fait sa vie tranquillement avec ses copains. Il voit plusieurs milliers de personnes chaque année, donc c'est des milliers et des milliers de caresses par animal. Donc les personnes sont ravies, quoi, et les animaux aussi. C'est un refuge qu'on a créé avec mon épouse il y a maintenant 12 ans. Donc au départ, on a commencé avec 2-3 animaux que les gens nous avaient ramenés sur le parc, qui fait à peu près 1 hectare. On a commencé, il faisait 1 hectare. Et aujourd'hui, on a plusieurs terrains qu'on nous prête et on a plus de 150 animaux sur les différents sites. Donc c'est des animaux qui ont été trouvés sur la voie publique ou des particuliers qui ne veulent plus les garder. Donc nous, on prend le relais, on les récupère, on les soigne et on les remet à l'adoption quand on peut le faire. On a aussi des oiseaux, des petites perruches, donc on a pas mal de volières. On a pas mal de chèvres, de moutons, on a vraiment plein d'espèces d'animaux. Alors l'été, quand le parc est ouvert, c'est-à-dire du printemps jusqu'à l'automne, tout le monde peut venir dans les heures d'ouverture et jours d'ouverture, sachant qu'on reste tous des bénévoles, donc on essaye d'ouvrir quelques jours dans la semaine. Et ensuite, tout le long de l'année, on a des partenaires, donc on travaille avec certains hôpitaux de Calais, on travaille avec des structures accueillant des jeunes en décrochage scolaire, des écoles, voilà, on a différentes structures qui viennent travailler ici auprès des animaux.
on a aussi des jeunes de quartier et bien d'autres encore. Alors pour eux, c'est vraiment une richesse parce que on n'est pas dans un bureau, on n'est pas dans un bâtiment fermé, on est vraiment à l'extérieur, au contact de la nature, au contact des animaux et il y a vraiment une atmosphère très bienveillante ici qui fait qu'on a un résultat et un potentiel énorme. Les animaux, ça demande des soins, ça demande de l'entretien, ils ont des besoins et c'est pas parce qu'on l'entend pas qu'ils ne souffrent pas. Donc on leur explique tout ça et on leur montre comment bien s'occuper d'un animal. Alors c'est un endroit magique parce que ici on a vraiment des liens qui peuvent se créer. On a une salle de classe qui est là, donc on arrive vraiment à travailler et à faire à notre niveau bouger un peu les choses. Alors on réouvre au printemps, donc pendant les périodes scolaires, on est ouvert tous les mercredis et samedis de 14h à 18h parce qu'au matin nous on s'occupe des animaux. Et pendant les vacances scolaires, là on est ouvert tous les jours, tous les après-midi, sauf le dimanche et le lundi après-midi. Qui viennent s'occuper des animaux, faire des petits travaux ou faire des ateliers. On a dans notre salle de classe, on a différents ateliers. On a atelier menuiserie, cuir, laine, création de bougies, vannerie et j'en passe. On a vraiment plein d'ateliers qui sont proposés, qui sont adaptés aussi pour les différentes personnes qu'on accueille. Donc il y a vraiment un rôle de pédagogie derrière et de montrer un savoir-faire. Et derrière, il y a vraiment un travail aussi de confiance en soi, que les personnes prennent confiance en soi et qu'ils peuvent créer quelque chose avec leurs mains en fait. On a été très impacté, on a eu de l'eau jusqu'au-dessus du genou et du coup on a eu énormément de dégâts. Heureusement que la commune nous a aidés et a permis aussi d'évacuer les animaux en ce moment-là. Et on a eu beaucoup de solidarité pour nous aider à reconstruire le parc, ce qui nous a aidés à aller plus loin. On a eu pas mal de bénévoles qui sont venus donner un sacré coup de main, des personnes aussi qu'on ne connaissait pas et que maintenant ils sont bénévoles et même devenus des amis. Voilà, ils nous ont aidé à reconstruire le parc et on est encore en train de reconstruire le parc aujourd'hui, parce qu'on a encore des choses à améliorer, encore des cicatrices de cette inondation qu'on doit finir de réparer, quoi. Alors là, vous avez Wally, donc c'est notre doyen ça fait 12 ans qu'il est là quasiment et qui fait sa vie tranquillement dans le parc. Donc là, c'est une chèvre qui a été imprégnée par l'homme. Donc du coup, elle ne peut pas aller avec ses congénères, avec les d'autres chèvres, parce qu'il la repousse, elle n'a pas les codes. Donc du coup, on l'a mis avec des brebis, des petites brebis ouessants, et ça se passe très très bien. Donc on fait de l'éco-pâturage, et il y a par exemple des structures comme les Pattes des Lilas à Marques, qui tous les ans nous réclament les petites brebis, donc pour le plus grand bonheur des résidents. Alors ici, c'est la salle de classe, là où on fait nos différents ateliers et où on fait cours. Alors ici on a quelques nichoirs, quelques objets en bois fabriqués avec les élèves qu'on reçoit ici. On fait également les ateliers cuir où là on fabrique des petites bourses pour les enfants, donc ils fabriquent tout eux-mêmes. Alors ici vous avez la laine d'alpaga qui a été en partie cardée pour ensuite créer un fil à l'aide du rouet qui est juste là. On va réunir ces deux fils pour en faire une pelote et ensuite on va pouvoir soit tisser, soit tricoter. Justement il y a Maud qui arrive pour tisser de la laine. Alors là, je suis en train de créer une écharpe, de tisser une écharpe. Voilà, donc avec un nouveau métier à tisser. Le but, c'est d'avoir cet été quelques écharpes à présenter dans une petite boutique souvenir que l'on va mettre en place. Là, je viens de recevoir une demande d'une dame qui voudrait apprendre à filer la laine au rouet. Avec les poils de son chat angora qu'elle récupère en le brossant tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est faisable, apprendre à filer la laine avec les poils de son animal. Nous avons un berger australien et je récupère ces poils pour pouvoir faire des pelotes de laine. Donc voilà, c'est quelque chose de sympathique. On récupère ce qu'on peut et puis on peut créer une jolie pelote pour les chats angora. C'est vraiment très doux. Alors ici c'est la zone chaude. Donc c'est là on a des reptiles. Donc là vous avez juste un serpent qui est juste là.
Alors ensuite, Déjà, il fait bon là. ici il fait bon, donc c'est une zone qui est chauffée à l'année, H24. C'est pour ça qu'on cherche toujours des dons justement pour financer aussi les zones chaudes, quand on en a deux. Hein. On a cette zone chaude ici, on en a une autre là-bas avec des grosses tortues léopards. Et ici, on a pas mal de phasmes, donc des personnes qui se débarrassent parce qu'ils ont trop de phasmes. Donc du coup, nous on les récupère et on peut les remettre, et on les remet d'ailleurs à l'adoption. Et je vais vous montrer un scorpion. Un phasme scorpion par contre, donc ça ne pique pas. Ça fait croire, mais ça ne pique pas. Incroyable. Donc on travaille aussi avec les insectes sur la peur. Progressivement, on arrive à avoir du résultat avec des phasmes tout doucement. Sur la peur, c'est-à-dire? Pour les personnes qui ont peur des insectes, des araignées, etc. On a, mon cas. ce qui est votre cas, on arrive justement tout doucement à mettre l'insecte sur les mains des personnes. Alors ça c'est pas du jour au lendemain, mais progressivement, et ça fonctionne très très bien avec du phasme, sachant qu'un phasme c'est pas du tout un danger, c'est très sympa. Alors dehors il fait froid, donc je vous invite à revenir au printemps pour venir visiter le parc. Et là nous on va continuer à faire les travaux pour l'année prochaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour Céline. Bonjour Théo, bienvenue à la Tour de l'Horloge. Merci. Comment se déroule une visite au musée alors? Donc c'est un centre d'interprétation de l'histoire dans lequel on va inviter les petits comme les grands à voyager dans le temps. Donc 1000 ans d'histoire, les invasions vikings, le Moyen-Âge, la Renaissance, et tout cela de façon très ludique. Effectivement, le musée a pour but de découvrir 1000 ans d'histoire locale, régionale et internationale à partir de la mode féodale. D'ailleurs, je peux vous inviter à avancer par ici. Vous pourrez découvrir ici quelques iconographies avec effectivement notre fameuse Siegfried qui est à l'origine du début de notre histoire ici qu'on présente à Guînes, puisqu'il a fait élever la mode féodale qu'on retrouve encore aujourd'hui. Un site assez impressionnant hein, puisqu'elle fait environ 10 mètres de hauteur et 60 mètres de circonférence avec un panorama magnifique que vous pourrez admirer sur Guînes et la région. Au sommet de cette motte, il avait fait construire le premier château en bois de la ville de Guînes. Ensuite, il a été remplacé par un château en pierre, à l'époque notamment de la Renaissance. Il a été détruit, puisqu'il faut savoir que Guînes a été anglaise pendant 207 ans. Et puis, vous avez une dernière date, donc qui est non pas des moindres, 1763, la construction de la Tour de l'Horloge par Pierre Lenoir, le marguillier de Guînes. Pour découvrir l'histoire, l'apprécier et mieux la comprendre, il n'y a rien de mieux que de se mettre dans la peau des personnages. Donc c'est ce qu'on va vous proposer au musée. Alors c'est l'activité favorite notamment des familles, des enfants. Ici, vous voyez, vous avez la possibilité de revêtir l'armure complète d'un chevalier. Vous avez la version plus légère si vous souhaitez, avec par exemple la tunique juste ici aux couleurs du roi de France. On a des robes de princesse. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et puis on a une autre attraction vraiment qui plaît beaucoup aux familles. C'est notre drakkar, le fameux bateau viking. Alors je vous invite à entrer juste ici. Alors c'est une des pièces maîtresses du musée. Souvent lorsque les personnes rentrent ici, les enfants ont les yeux émerveillés. On est en 2025 et nous allons arriver dans les coulisses du camp du Rador et de l'époque Renaissance notamment. Donc le temps remonte jusqu'à 1520. Alors bienvenue au premier étage du musée dans lequel vous allez découvrir l'exposition sur le camp du Rador. Donc ici on va vous présenter le contexte dans lequel s'est déroulé le camp du Rador, ce qu'il était et ce qu'il en reste aujourd'hui. On a ici la rose Tudor, le symbole anglais que l'on retrouve sur le maillot de rugby. Donc effectivement ça interpelle souvent le public. Et de ce côté vous avez également la salamandre, qui était le symbole de François Ier, que l'on retrouve sur différents blasons de France, tels que Villers-Cotterêts par exemple ici. Donc effectivement,
l'histoire d'il y a 500 ans se retrouve encore aujourd'hui. On va également aborder d'autres thématiques comme effectivement les bonnes manières, comment se tenir à table, tout cela de façon amusante, mais aussi la façon dont on va saluer les personnes en face de soi, selon le rang social par exemple. Vous avez aussi l'importance de la mode, puisque de ce côté vous allez pouvoir découvrir par exemple les bijoux, les étoffes, etc. Les rois attachaient effectivement beaucoup d'importance et portaient des étoffes riches, de la soie, du velours, de nombreux bijoux, puisque le principe du Candidrador, c'était de montrer son pouvoir. Il y avait également les costumes qui étaient très nombreux et très importants. D'ailleurs, à ce sujet, l'association du Candidrador, effectivement, nous a fourni de nombreux décors dans le musée et vous pouvez en voir un exemple juste ici. Il s'agit des costumes royaux anglais, donc celui d'Henri VIII, donc des reproductions bien entendu d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon juste ici. Et alors là, ceux du Candidrador, on va pouvoir les voir? Oui, justement, je vous y emmène, vous allez pouvoir les rencontrer, ils ont plein de choses à vous raconter. Bonjour et bienvenue au Candidrador et à la découverte de l'association du Candidrador qui commémore la célèbre page de l'histoire de la rencontre entre François Ier et Henri VIII en juin 1520. Est-ce que vous avez une chorégraphie qui est prévue pour nous? Alors oui, nous allons vous présenter un pas de pavane qui est la danse de la Renaissance. On célèbre l'entrevue de juin 1520, donc on a eu plutôt le son et lumière en extérieur en période estivale et depuis 1997 un concept de repas-spectacle qui se joue dans une salle couverte mais qui est complètement redécorée avec une mise en scène où depuis l'entrée les spectateurs, les invités découvrent qu'ils sont soit invités du roi de France, soit invités du roi d'Angleterre. On est tous dans l'accomplissement de rêves au travers de cette association du Candidrador. C'est aussi important par rapport, c'est un petit peu la date de création, c'est rappeler que quand on a parlé de l'arrivée du tunnel sous la Manche, dont on a obtenu le premier prix des fêtes inaugurales, à l'époque le président Éric Buy a lancé cette démarche pour justement rappeler qu'il y a eu cette riche page d'histoire de Guînes qui était tombée un petit peu en désuétude et de se réapproprier son histoire, d'avoir de la mémoire et de savoir se rassembler autour d'un événement qui est fédérateur et qui est valorisant pour l'ensemble de la commune de Guînes. Merci beaucoup Céline pour cette visite. Merci à vous, avec grand plaisir. C'est ici que se termine cet épisode de Côte à Côte sur Guînes. On est donc sur la Motte, on a le soleil couchant derrière nous et le panorama sur Guînes. On vous dit à bientôt sur Côte à Côte et j'espère que ça vous a plu.